Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il était en lévitation. Il est en train de faire son entrée dans l'atmosphère. Le président américain, après des semaines confortables de Biden mania, se retrouve confronté à une réalité économique, diplomatique et politique qui contrarie certains de ses plans. L'Irlande, hier, a dit non à la proposition américaine d'instaurer un impôt mondial d'au moins 15% pour taxer notamment les multinationales. Et ce projet ambitieux qui a marqué ses premiers pas à la Maison-Blanche risque donc de tourner court. Revu à la baisse aussi son gigantesque plan de relance, raboté pour avoir l'aval du Congrès. Quant à sa réforme de la police, elle a pris du retard un an après la mort de George Floyd. Alors Biden, bien sûr, reste populaire, porté par la gestion de la crise sanitaire et en particulier de la vaccination. Mais les semaines d'état de grâce sont terminées, y compris sur la scène internationale où il a dû s'emparer du conflit israélo-palestinien. Ça n'était pas prévu, un retour sur terre qui ne déplaît pas. Il faut quand même en dire un mot à Emmanuel Macron, un brin agacé par l'engouement autour du président américain. Biden Mania, ça se complique, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Corentin Célin, vous êtes historien, vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire en classe préparatoire et chroniqueur pour le site information lesjours.fr. Nicole Bacharan, vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Je rappelle ce soir votre dernier ouvrage, First Ladies, publié chez Tempus. Avec nous ce soir en direct de Washington, Sonia Dridi, vous êtes correspondante aux États-Unis pour plusieurs médias français, dont France 24 et Europe 1. Je cite votre ouvrage, Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. Enfin, avec nous en direct de New York, cette fois-ci, Pierre Lemann. Vous êtes directeur général Ipsos Amérique du Nord. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Sonia Dridi, pour débuter cette émission. Les Irlandais qui s'opposent à l'impôt mondial voulu, annoncé en grande pompe par l'administration Biden. Est-ce que vous savez comment ils ont réagi dans l'entourage de Joe Biden? Est-ce que ça les a pour le moins agacés? Ah oui, ça les a agacés. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais c'est la première fois que les États-Unis voulaient formellement imposer ce taux minimum mondial de 15%. Et c'est vraiment, c'est la première fois que les États-Unis voulaient formellement imposer ce taux minimum mondial de 15%. Et c'est vraiment une question de politique intérieure pour Joe Biden, parce que l'administration Biden veut augmenter les impôts sur les sociétés aux États-Unis de 21 à 28%, et que pour que les entreprises américaines restent compétitives au niveau mondial, eh bien, il souhaitait ce taux minimum qui soit imposé. Je vous rappelle que Joe Biden veut utiliser la fiscalité des entreprises aux États-Unis et dans le monde pour financer son ambitieux plan d'infrastructure. Donc évidemment, ça n'a pas été bien reçu à la Maison-Blanche. Et puis, sur le côté un peu plus anecdotique, plus personnel, c'est aussi un camouflet pour Joe Biden qui se sent très irlandais. Sa mère était d'origine irlandaise. Il cite soit sa mère, soit des poètes irlandais très souvent. Il a vraiment, c'est sa marque de fabrique, hein, son côté irlandais qu'il met très souvent en avant. Il a d'ailleurs dit que depuis son élection, ce qu'il avait le plus marqué, c'est lorsque le Premier ministre irlandais a dit qu'aujourd'hui, de toute manière, les États-Unis ne dirigeaient plus le monde et que la crise du Covid l'avait prouvé. Joe Biden a dit avoir été très marqué par cette remarque du Premier ministre irlandais. Donc, en plus que ce soit un échec pour ses plans au niveau de politique intérieure, c'est aussi un échec personnel. Corentin Célin, c'est une proposition. Un échec personnel. Corentin Célin, c'est une proposition forte qui avait marqué son entrée en fonction, juste cette petite phrase, on va parler à la fin de l'émission des rapports avec Emmanuel Macron, qui avait dit « Je suis très heureux que les États-Unis nous suivent dans ce que nous proposons » et qui était bloqué depuis des années. Par la force des choses, c'était bloqué parce qu'il y a tout un tas de pays qui n'en veulent pas. Ça va être compliqué, en réalité, de faire appliquer cette proposition. Oui, en fait, je crois que ça résume bien la situation de Joe Biden. Après son élection, il y a beaucoup de pays et une grande majorité de l'opinion états-unienne qui ont été très contents de voir les années de Trump clivantes, de disruption s'achever, de revenir à quelque chose de plus calme. Et en ce qui concerne les alliés, comme les alliés européens, de voir revenir un partenaire calme, qui les respecte, prévisible. Bon. Mais une fois cela dit, ce n'est pas parce que les États-Unis ont décidé de revenir à la table que forcément les alliés vont se mettre à faire ce que veulent les États-Unis. Et aujourd'hui, je crois qu'après quelques semaines, ils se trouvent dans cette situation où, à l'extérieur, eh bien, il va falloir qu'il arrive à négocier avec les alliés, une fois cette période d'euphorie passée,
Et à l'intérieur, et on en reparlera, il va se retrouver face à un Congrès où il n'a pas de majorité, de vraie majorité au Sénat, et où il va devoir négocier. Et donc évidemment, il y a un contraste par rapport aux effets d'annonce qu'il avait fait qui étaient mirobolants. Nicole Bacharan, il a la pression de son camp sur ce sujet-là, sur ce sujet fiscal et en particulier sur cet impôt mondial de 15%. Ah oui, tout à fait. Et la situation, elle a changé pendant l'épidémie, même si Joe Biden, à ce moment-là, n'était pas encore aux affaires. C'est-à-dire qu'on a quand même bien vu qu'il y avait des sociétés multinationales qui avaient extrêmement profité du Covid, pas forcément parce qu'ils se sont très mal conduits, mais parce que tout ce qui était high-tech, tout ce qui était GAFA, tout ce qui était communication, ils se sont énormément enrichis. Et c'est vrai que la présidence Trump, puis la présidence Biden et ailleurs dans le monde, l'idée de l'ouverture totale des frontières, du libre-échange sans limite, etc., tout cela a pris un sacré coup. Et donc, c'est certain que les frontières, du libre-échange sans limite, etc., tout cela a pris un sacré coup. Et donc, c'est certain qu'il y a la pression du camp démocrate. Le camouflet irlandais, je partage totalement la réaction de Sonia sur le côté affectif, vraiment dur pour Biden, très certainement, mais c'est quand même que le début. C'est quand même que le début de la négociation, parce que sa proposition à 15%, qui a été portée par Janet Yellen, donc qui est au Trésor aux États-Unis, elle est soutenue par la patronne du FMI, elle est par soutenue les Européens, par la France, par l'Allemagne, la France, très fortement. Il est bien possible qu'il y ait un accord là-dessus, un accord financier au G7 financier qui va avoir lieu bientôt, peut-être même au G20. Le Parlement européen le soutient. Donc on est au début. Et c'est vrai que l'Irlande, elle pèse lourd en matière de paradis fiscal. Parce qu'elle accueille, on va peut-être juste le dire, parce qu'elle accueille justement certains sièges des GAFA. Ils taxent à 12,5%. C'est vraiment l'un des taux les plus favorables dans le monde. Mais ils sont un petit peu isolés quand même. Mais s'il est parti sur un sujet comme celui-ci, c'est juste pour identifier la méthode Biden. Oui. Il savait qu'il aurait des difficultés ou il est parti, il se fait en gros... Il y a un jeu de dupes avec les Irlandais ou vous voyez, est-ce qu'il découvre une situation, une réalité concernant la fiscalité mondiale, d'autres s'y sont essayés avant lui. Est-ce qu'il y a une forme de naïveté ? Je ne pense pas. Je pense qu'il devait savoir qu'avec l'Irlande, ça serait dur, parce que comme un certain nombre de pays que l'on connaît, c'est vraiment leur fonds de commerce. L'Irlande, c'est quand même un petit pays, je le dis sans mépris, mais ils ont un nombre de sièges sociaux et d'impôts qui rentrent, même à 12,5%, ça fait beaucoup dans la balance commerciale et fiscale irlandaise. Mais Joe Biden, c'est tellement un vieux routier. Je pense qu'il a conscience des enjeux du moment, avec cette transformation économique et sociale ressentie dans le monde, et il pense qu'il faut y aller, et il est prêt à négocier. Il est assez dur en négociation. Oui, Pierre Lemann, en tout cas, sur ce sujet-là, il est soutenu par les Américains. En termes d'opinion, il reste populaire, Joe Biden, et en particulier peut-être sur ce sujet. Tout à fait, mais vous savez, cette histoire d'impôt est en fait un calcul, comme l'a dit Sonia, qui est tout à fait local et interne. Aujourd'hui, le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis est de 21%. Il a été descendu par Trump pour le revenu domestique et de 10,5% pour le revenu international. Ce qu'essaye de faire Biden, c'est de faire monter par quelqu'un d'autre le taux minimum pour que le 10,5 devienne, mettons, 15, ce qui lui permet de justifier auprès du Sénat, qui aujourd'hui est très, très divisé sur cette question, l'augmentation du taux interne de 21 à 28 ou 25 selon les différents plans qu'il a dans ses cartons. Donc c'est un calcul, si vous voulez, c'est d'essayer de faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre, d'une certaine manière, de l'augmentation du taux d'imposition à l'extérieur des États-Unis pour le faire monter en interne. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien dans la presse américaine quasiment sur cette histoire irlandaise, donc ce n'est pas du tout aujourd'hui un sujet de préoccupation majeure pour l'opinion américaine. Aujourd'hui, Biden est à 58-59% de taux de popularité, c'est-à-dire le même score plus ou moins qu'il avait au début de son mandat. Il est resté très stable, il monte un petit peu, il descend un petit peu. Le nombre de gens qui ne l'aiment pas a augmenté, bien sûr, parce qu'il est plus connu maintenant qu'il l'était il y a 5 mois. Donc, il y avait 33% d'opinions défavorables au début de son mandat. Il y en a maintenant 39, mais rester à 56% pour l'instant, c'est un bon score. Cela dit, vous savez, les présidents américains, tous, à un moment ou à un autre, doivent faire face à un événement imprévu, externe, qui change tout pour eux. Donc on l'a vu évidemment avec George Bush dans un sens d'une certaine manière positif pour sa popularité, George Bush fils, au moment de l'attentat du 11 septembre, mais on a eu des événements similaires pour d'autres présidents, pour Clinton avec la crise au Rwanda ou à Haïti, en Somalie. Il y a eu effectivement à un moment l'affaire des otages
à Téhéran pour Carter. Donc c'est un peu le moment de vérité pour lui, va être cette espèce de rupture qui va se produire, on ne sait pas quand ni comment, qui risque à ce moment-là de tout changer, de changer la perception que les Américains ont de Biden. Pour l'instant, il s'en tire plutôt bien. Et honnêtement, tout le monde sait que la politique fiscale américaine, les questions de déficit budgétaire sont des négociations extrêmement longues, extrêmement complexes avec le Congrès. Et donc qu'il va y avoir une négociation interne très lourde, beaucoup plus importante que la négociation avec des éventuels partenaires extérieurs. Là aussi, ce sera malgré tout une discussion très longue et on le voit encore une fois avec ce qui se passe en Irlande. C'est une problématique européenne depuis si longtemps. On sait que ça va être compliqué même pour Joe Biden. En tout cas, ces 100 premiers jours à la Maison-Blanche ont été salués. Joe Biden incarnant alors le retour de l'Amérique après 4 ans de Trump. Sa proposition d'un impôt mondial pour taxer les multinationales est ambitieuse, soutenue par de nombreux pays, dont la France. Mais le mauvais coup est venu d'un petit pays, vous l'avez dit sans être désagréable, d'un petit pays, l'Irlande, qui a fermé hier la porte à toute discussion sur le sujet. Léa Dermidjian et Christophe Roquet. C'est le plan qui enthousiasme les pays du G7. Sur proposition de Joe Biden, une taxation mondiale d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales. Une idée un peu trop révolutionnaire pour le ministre des Finances irlandais, qui a dévoilé hier le fond de sa pensée. Nous avons des réserves vraiment importantes concernant ce taux d'imposition minimale mondial, au niveau où il est proposé. Cela signifierait que seuls certains pays et certaines grandes économies pourront en tirer des bénéfices, et sur ce point, nous avons de sérieuses réserves. Une position qui ne doit rien au hasard. Avec son taux d'imposition sur les entreprises de 12,5%, l'un des plus bas au monde, l'Irlande a su attirer sur son territoire les sièges européens de Google, Facebook, Amazon ou encore Apple, et ne compte pas changer sa politique fiscale pour plaire aux États-Unis. Premier revers pour Joe Biden. Pourtant, ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche avaient bien commencé. Des dépenses colossales pour relancer le pays, quitte à rompre avec la tradition d'une politique économique libérale. Mes chers compatriotes, le ruissellement, la théorie économique du ruissellement, ça n'a jamais marché. Il est temps de faire croître l'économie à partir du bas et du milieu. Rompre aussi avec l'héritage de Donald Trump en matière de diplomatie. Joe Biden n'hésite pas à qualifier Vladimir Poutine de tueur ou à blâmer Erdogan. Avec ce président, le shérif américain revient également au sein des alliances historiques. L'Amérique est de retour. L'Alliance transatlantique est de retour. Nous ne regardons pas en arrière. Nous regardons ensemble vers l'arrière. Nous regardons ensemble vers l'avenir. Ce qui revient à dire que cette alliance transatlantique est une base solide. Un volontarisme mis à mal par la récente reprise du conflit israélo-palestinien. Si Joe Biden comptait se tenir éloigné de cet épineux dossier, le voilà rattrapé par l'escalade de la violence. Après une semaine de silence, le président américain est contraint d'afficher clairement sa position. Mon espoir est que tout ceci se termine aussi rapidement que possible. Mais Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes volent sur son territoire. Cette fois, pas de rupture. Joe Biden suit la ligne traditionnelle de soutien à l'État hébreu. Position aussitôt critiquée par l'aile progressiste du Parti démocrate, son propre camp. Au Congrès, les élus interpellent le président sur les souffrances des Palestiniens, photo à l'appui. Les États-Unis doivent reconnaître leur rôle dans l'injustice et les violations des droits humains des Palestiniens. Le président a dit cette semaine qu'Israël avait le droit de se défendre. C'est un sentiment partagé ici à la Chambre des représentants. Mais les Palestiniens ont-ils le droit de survivre ? Critiqué sur sa gestion d'un conflit qu'aucun président américain n'a résolu, la Biden mania des 100 premiers jours serait-elle en train de retomber ?
Et nous reprenons notre discussion avec cette question de Régis en Côte d'Or. N'y a-t-il pas une grande ambiguïté chez Joe Biden dont l'État d'origine, le Delaware, est un paradis fiscal bien protégé, Corentin Célin? Oui, absolument, il faut toujours le rappeler. Il a été sénateur du tout petit État qu'est le Delaware dans le nord-est des États-Unis pendant 35 ans, de 1973 à 2008, et il a accompagné l'enrichissement de cet État qui est en quelque sorte l'Irlande des États-Unis, c'est-à-dire un paradis fiscal en particulier pour les entreprises qui viennent s'y domicilier. Précisément, ça renvoie aussi à l'identité politique de Joe Biden. Joe Biden, c'est un social-libéral qui a accompagné la mue des démocrates vers des positions plus centristes pour les baisses d'impôts dans les années 80-90. À ce compte-là, c'était pour cela qu'il était suspecté par la gauche du parti d'être beaucoup trop mou et beaucoup trop centriste. Et il doit donner des gages à cette gauche du parti, d'autant plus, effectivement, qu'il vient du Delaware et qu'il a une longue histoire, de compagnonnage avec le secteur bancaire dans cet État. Et donc, c'est justement de faire de telles propositions, comme celle-là d'un impôt mondial, ça lui permet de donner des gages par la parole à la gauche du Parti démocrate. Encore faut-il qu'il aille jusqu'au bout. Parce que sinon, ça lui sera reproché, sans doute. Oui, mais comme ça a été très bien expliqué, c'est un coup de billard à plusieurs bandes. Ouais. Obtenir à l'international pour ensuite faire pression sur le Congrès pour obtenir une augmentation à l'intérieur. Mais au moins, il donne des gages en parole, toujours à la gauche du parti, et il rassure sur son identité politique et économique. Sur tous les sujets, on le verra sur la question du Proche-Orient notamment. Un mot avec vous, Sonia Dredi, sur le plan de relance, parce que là, c'est pareil. On a commenté ici même en France, avec un certain agacement encore de la part de l'exécutif, le plan de relance monumental de Joe Biden. En réalité, il n'est pas si facile à faire passer que cela, ce plan de relance. Oui, tout à fait, et c'est pas vraiment une surprise parce que là encore, les démocrates ont une très courte majorité au Sénat et les républicains résistent. Les républicains trouvent sont contre toutes ces dépenses. Alors, ce sera peut-être un plan qui sera revu à la baisse, il va y avoir beaucoup de négociations, mais effectivement, on rentre dans le dur des négociations là pour Joe Biden dans les prochains mois, et que ce soit sur le plan de relance, on en parlera peut-être aussi sur le plan de la réforme de la police ou encore sur le sujet des armes, effectivement, parce que les démocrates ont une courte majorité au Sénat et que pour la plupart des lois, des réformes, il faut 60 voix et qu'il en manque aux démocrates, effectivement, au niveau intérieur aussi, il risque d'y avoir des déceptions côté démocrate et ça va se compliquer dans les mois à venir. Le président Biden a dû retirer 600 milliards de dollars de ce plan de relance pour l'instant. Je pense qu'il en retirera sur davantage. Sur quoi est-ce qu'il retire? Du coup, sur l'aménagement des infrastructures, sur quoi? Certainement sur l'aménagement des infrastructures en premier lieu, parce que c'est au fond là que c'est le moins immédiatement choquant, si vous voulez. S'il retire sur la santé, s'il retire sur l'éducation, s'il retire sur le chômage ou l'aide aux familles, cette espèce de système qu'on peut comparer un petit peu aux allocations familiales. En France, là, c'est immédiatement choquant, les gens le ressentent immédiatement. Alors qu'un plan d'investissement dans les infrastructures sur 8 ans, à travers tout le pays, ça se voit moins, si j'ose dire. Et chacun a ses intérêts ici ou là pour telle route, tel pont, tel bâtiment, mais c'est pas une douleur générale et qui touche toutes les familles. Mais ça lui est reproché, y compris par son camp, le fait de ne pas pouvoir faire passer le plan monumental, gigantesque qu'il avait annoncé à son arrivée au pouvoir. Je pense que là, d'après tous les échos que j'en peux avoir, ce sont quand même les républicains qui sont considérés en porter la responsabilité. Et pourquoi est-ce qu'ils refusent, les républicains? Ils ne cherchent pas le compromis. Ils ont une peur panique d'aider le camp démocrate. Ils visent les élections législatives de 2022, alors qu'il leur faut très peu de sièges pour faire basculer la majorité dans les deux chambres. Dans les deux chambres. Donc, ils jouent leurs propres difficultés entre les pro-Trump qui dominent le parti, les anti-Trump qui se disent qu'il faut regarder plus loin et que peut-être le nationalisme à la Trump, c'est pas l'avenir. Donc ils sont bloqués, mais il leur reste quelques éléments, comme on en parlera ensemble, on coupe pas les crédits de la police et on s'accroche tout d'un coup à la question des déficits. Voilà, c'était la question. Est-ce que c'est l'argument de dire c'est trop, il faut... Voilà. Mais honnêtement, ça ne les a pas fait trembler pendant 4 ans de présidence Trump, les déficits. Mais
Avant Trump, c'était un peu quand même la ligne traditionnelle républicaine et ils peuvent s'accrocher à ça en disant vous faites n'importe quoi avec les déficits, avec la balance fiscale, commerciale, etc. pour justifier de ne pas aider Biden. Et encore une fois, ce sera pour eux moins pénalisant de freiner sur les infrastructures que de freiner sur les aides aux familles. Bien sûr. Pierre Lemann, en fait, on se rend compte qu'il n'a pas totalement les mains libres, Joe Biden. Aucun président n'a jamais les mains libres, surtout aux États-Unis. Vous savez, le problème de Biden aujourd'hui, il est simple, il est vieux comme le monde. Il veut dépenser 6 000 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas 150 manières de financer ça. Vous pouvez le faire via de la dette ou en augmentant les impôts, ou évidemment un panachage des deux. Le problème de la dette, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On a des taux d'intérêt très bas. Le dollar reste une monnaie de référence qui leur permet de continuer à creuser les déficits budgétaires, pour l'instant sans sanction. Mais on voit maintenant des risques inflationnistes se profiler. On voit d'ailleurs une inflation qui augmente dans les actifs, mais même maintenant dans les biens de consommation. Donc il y a une crainte assez forte d'augmenter la dette à un niveau qui pourrait un jour devenir extrêmement dangereux et créer un espèce de retour de bâton. Il faudrait augmenter les taux et si on augmente les taux, évidemment, on ralentira l'économie de manière très forte. Donc Biden, vous savez, quand on dit les républicains, alors c'est vrai, les républicains font de l'opposition, mais bon, le système américain est fait comme il est, mais aujourd'hui, Biden a quand même la majorité, qu'on le veuille ou non. Donc ça veut dire que si tous les démocrates au Sénat approuvaient son plan passerait. Donc son problème aussi, c'est de convaincre tous les sénateurs républicains, démocrates, et évidemment, chacun d'entre eux ayant une voix déterminante, puisqu'il faut avoir tout le monde, chacun d'entre eux a son sa petite négociation prête, sa petite négociation prête, qui correspond, je ne sais pas, à des subventions dans ces États, des changements de loi qui concernent leurs propres administrés. Et donc, on est dans une espèce d'énorme souk, non seulement avec les républicains, mais aussi beaucoup avec les démocrates qui sont les plus centristes. Pierre Lemann, ça passe comme une lettre à la poste auprès des chefs d'entreprise, auprès des grands groupes américains, cette révision à la hausse de la fiscalité ? Absolument pas. Ils sont évidemment complètement contre et ils se battront très fort. Et comme évidemment, les chefs d'entreprise américains et les entreprises américaines sont des gros fournisseurs des gros donateurs des candidats, non seulement nationaux mais aussi locaux, vous pouvez compter sur le fait qu'il va y avoir beaucoup de résistance à cette augmentation des taux. Mais parce que aussi le taux d'imposition sur les sociétés aux États-Unis, bon, à 21%, il est certes plus bas qu'il était avant, mais si vous le comparez aux autres pays développés, en moyenne, je crois que dans l'OCDE, c'est 23,5%, donc on n'est pas non plus extrêmement loin. Non. Et du coup, évidemment, les entreprises américaines ont beau jeu de dire qu'il ne faut pas augmenter ce taux à un point tel que la compétitivité américaine soit affectée. Voilà, c'est un débat qui est logique, sain, normal. Et qui trouve un écho aussi en France. C'est à peu près les mêmes problématiques à chaque fois qu'il y a des questions de fiscalité. Corentin Sellin, vous vouliez ajouter un mot ? Oui, mais alors justement, c'est la grande différence entre Biden et précédemment Obama et Clinton. C'est que Obama et Clinton, lors de leur arrivée au pouvoir et pour les 2 premières années, avaient de très larges majorités parlementaires et en particulier au Sénat. Et lui, il a une majorité à 50-50. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'émission... On peut la faire sur Biden, mais on aurait pu la faire sur le sénateur Joe Manchin, qui est un sénateur qui était très peu connu jusqu'ici et qui devient une véritable star à Washington, puisque c'est le sénateur le plus modéré parmi les démocrates. Ouais. Hein. Il a voté, pour vous dire, entre 2007 et 2019, il a voté majoritairement à peu près tout ce qu'a présenté Trump. Donc il est vraiment très modéré. Il est vraiment très modéré. Oui. Et aujourd'hui, comme pour voter des projets de dépenses, donc de dépenses budgétaires, qui ont une relation avec le budget, Biden peut se contenter d'un vote à 50-50 départagé par Kamala Harris, la vice-présidente, qui apporte le vote décisif. Mais il faut, en fait, l'homme le plus puissant, c'est Manchin, qui apporte la 50e voix. Et autant vous dire que Manchin, il en profite. C'est quasiment, il fait une tribune par semaine dans le Washington Post pour fixer ses conditions, pour dire au président, ah non, ça je veux pas, ça je veux bien, non, ça sur les investissements, baissez-la. Et c'est assez amusant de voir le sort de son plan d'investissement réduit à la bonne volonté d'un sénateur de Virginie occidentale tout à fait estimable, mais très peu connu jusqu'à présent. Ça se complique, c'est même le titre de cette émission. Un mot sur le conflit israélo-palestinien. Alors voilà un sujet qu'il ne voulait pas voir arriver si tôt. Voilà un sujet dont il a dû s'emparer un peu dans l'urgence. Et voilà un sujet sur lequel il se fait taper par son aile gauche. Et on l'a vu tout à l'heure dans le premier reportage. Absolument. C'est vrai que le conflit israélo-palestinien, c'est quand même la crise à laquelle
tous les présidents américains veulent échapper et qui leur revient systématiquement en boomerang. Et Joe Biden, il a deux difficultés. Il a la situation au Proche-Orient et il a le Parti démocrate. La situation au Proche-Orient, Tony Blinken était en Israël et à Ramallah hier, c'est que en fait, il est passé de l'administration Trump qui ignorait les Palestiniens, il est revenu à la position antérieure qui dit de dire il faut 2 États, mais personne ne croit à la possibilité de réaliser 2 États. Dans l'idéal, ce serait formidable. Mais entre le Hamas, l'autorité palestinienne totalement discréditée, corrompue, qui annule les élections, le Hamas qui veut la destruction d'Israël, personne ne voit un chemin vers 2 États. Le Parti démocrate, c'est beaucoup plus compliqué. On a vu la représentante Alessandria Ocasio-Cortez. L'aile gauche du Parti démocrate, elle est quand même assez radicale. Elle dit, il a choisi un côté, celui de la colonisation. Voilà, exactement. Et ce qui est en train d'arriver, et je veux dire, avec tout le souhait que j'ai ardent de la paix au Moyen-Orient, est extrêmement pervers. Parce que le conflit israélo-palestinien, on l'a connu comme un conflit territorial. Puis c'est devenu un conflit avec une composante religieuse de part et d'autre extrêmement forte. L'ultra-gauche américaine veut en faire un conflit racial. Ça n'a jamais été un conflit racial. C'est pas quelque chose entre les blancs et les bruns. Pas du tout. Si vous allez en Israël, vous voyez bien que la population est très mêlée, qu'il y a des juifs noirs, qu'il y a je veux dire, distinguer un arabe d'un séfarade, honnêtement, la plupart du temps, c'est impossible. Donc, appliquer au conflit israélo-palestinien la grille de lecture de Black Lives Matter, par exemple, c'est un empoisonnement. C'est ce que veut faire l'aile gauche du Parti démocrate ? Oui, absolument, absolument. Et ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec une hostilité contre la paix. C'est juste une mauvaise grille de lecture. Et que Biden doive donner des gages pour dire je vais m'impliquer pour éviter ou pour régler un conflit racial, mais c'est la dernière chose. Doivent donner des gages pour dire je vais m'impliquer pour éviter ou pour régler un conflit racial, mais c'est la dernière chose au monde dont il a besoin. Et on voit qu'il délègue. Il envoie Blinken. C'était la question que je voulais... Il délègue au maximum. C'était la question que je voulais vous poser, Sonia Dridi. C'est vrai il a fait quelques déclarations, naturellement, mais c'est un sujet dont il ne s'est pas totalement emparé. Oui, parce que c'est un sujet sur lequel il est mal à l'aise et évidemment une crise qu'il aurait bien évité. Je vous rappelle que Benjamin Netanyahou et Joe Biden sont très proches. Ils se sont rencontrés très jeunes lorsque Benjamin Netanyahou était diplomate à l'ambassade israélienne de Washington. À l'époque, Joe Biden était un jeune sénateur et ces 40 dernières années, ils se sont soutenus mutuellement. Ils sont très proches, sauf que, évidemment, poussés par l'aile progressiste, Biden et aussi en raison de la droitisation du Premier ministre israélien ces dernières années, Biden a peu à peu pris ses distances et par exemple pendant cette campagne présidentielle, il avait dit qu'il était opposé à la colonisation en Cisjordanie, mais tout de même il applique le playbook entre guillemets de Washington qui est un soutien total à Israël. Sauf que les langues commencent à se délier, il s'opère, je pense, un tournant assez fascinant en ce moment au sein du Parti démocrate. Même l'ancien conseiller d'Obama, Ben Rhodes, qui est pas un grand progressiste, qui est un démocrate plutôt modéré, a dit il y a une contradiction parce que les démocrates ont toujours dit on apporte notre soutien total à Israël et en même temps ils se disent pour une solution à 2 États, ce qui est quand même compliqué. Et la jeune génération des progressistes finalement ose dire ce n'est pas juste. Et je pense pas qu'ils appliquent. Enfin, quand on parle de la grille de lecture de Black Lives Matter, c'est plus pour dire que la situation n'est pas juste. C'est pas une question de blanc, noir. C'est plus pour dire aujourd'hui, on dit ce qu'on pense, ce n'est pas juste. Et il y a eu une lettre notamment ouverte adressée à Biden il y a quelques jours de la part de 500 anciens membres de la campagne Biden et de membres du Parti démocrate pour dire on est contre le blocus à Gaza, il faut que Israël soit mise face à ses responsabilités. Donc c'est plus une question aujourd'hui des langues qui se délient et de ne plus être soumis à la pression des lobbies qui est très forte au Congrès des lobbies pro-israéliens. Pierre Lemann voulait dire un mot. Oui, non, je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une espèce de rapprochement qui est fait entre les questions raciales aux États-Unis et la question d'Israël parce que
depuis une dizaine d'années aux États-Unis, et ça a été évidemment renforcé depuis le meurtre de George Floyd, il y a ces théories d'antiracisme qui décrivent en fait la source du racisme comme le racisme systémique, c'est-à-dire les structures sociétales ou sociales qui créent les conditions d'un racisme structurel dans la société. Et aujourd'hui, il y a cette idée que l'État israélien a un peu les mêmes structures qui sont défavorables aux Palestiniens que les structures défavorables aux Noirs qu'on a aux États-Unis. Évidemment, c'est un stretch important, mais c'est vrai que c'est un peu au centre des discussions et explique pourquoi la gauche américaine aujourd'hui va un peu plus loin que les questions traditionnelles entre les Israéliens et les Palestiniens. Alors Biden est un peu coincé parce qu'il y a 7 Israéliens et les Palestiniens. Alors Biden est un peu coincé parce qu'il y a 7 millions la communauté juive, c'est 7 millions de personnes aux États-Unis, très influentes évidemment, et donc il marche un peu sur des œufs en permanence sur ce sujet-là, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. On parlait justement des questions raciales. 1 an après la mort de George Floyd, Joe Biden a reçu hier la famille de ce noir américain mort étouffé sur le genou d'un policier blanc. Le président américain s'insère dans la compassion, mais sous pression d'une communauté qui attend maintenant une réforme de la police qui a déjà pris du retard. Juliette Vallon, Nicolas Baudry-Dasson. Qui a déjà pris du retard. Juliette Vallon, Nicolas Baudry-Dasson. Leur rencontre avec le président américain Joe Biden s'est déroulée hier à l'abri des regards. Mais à leur sortie de la Maison-Blanche, les proches de George Floyd, très attendus par les journalistes, exhortent le Congrès américain à lutter contre les discriminations. Si vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger un oiseau comme l'aigle à tête blanche, alors vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur. Avec cette famille et avec cette équipe juridique, nous allons continuer à faire pression pour dire que nous devons respecter le sang répandu qui fait cette loi. Cela doit être significatif et nous pouvons le faire ensemble. C'est un problème américain. George Floyd, devenu le symbole de la lutte contre les abus policiers, après sa mort il y a 1 an sous le genou d'un officier blanc. Le président américain s'engage à tenir sa promesse de réformer les forces de l'ordre. Il faut beaucoup de courage pour traverser cela. Et ils ont été formidables. J'ai l'espoir qu'après le Memorial Day, nous trouvions un accord sur la loi George Floyd. Donc je suis optimiste. Dimanche, des milliers d'Américains se sont rassemblés partout dans le pays pour honorer la mémoire de George Floyd et réclamer justice pour les familles de personnes noires tuées par la police. Un combat déjà mené par Toshira, dont le mari est mort il y a 11 ans. Justin Tigan a été battu. Toshira, dont le mari est mort il y a 11 ans. Justin Tigan a été battu à mort par la police de Saint-Paul et il a été retrouvé dans une benne à ordures. Leur fils, aujourd'hui âgé de 14 ans, continue de grandir dans la peur. Je suis noir. Et quand je vois des policiers, ils sont blancs en général. Je sens comme une sorte de colère dirigée contre moi. Toshira a créé une association pour aider les familles de victimes de bavures policières. On compte sur les lois, sur des mesures préventives. À la fin de la journée, rien ne me ramènera Brian. Mais ça me donne envie de me battre pour les prochaines femmes et les prochains enfants. En mars dernier, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi George Floyd. Il prévoit notamment l'interdiction des prises d'étranglement par les policiers et la limitation de leur large immunité. Problème, de nombreux républicains au Sénat refusent pour l'instant de voter le texte, comme cette élue pro-Trump, farouche opposante du président. Ce jour-là, elle porte même un masque avec cette mention, aussi inutile que Joe Biden. Vous savez ce qui est effrayant pour le peuple américain? Regardez des démocrates tenter de faire passer une réforme de la police. Ces mêmes démocrates qui ont applaudi les émeutes qui ont incendié les villes américaines. Ce projet de loi est scandaleux. Honte à vous tous. Cela fait du mal à nos policiers. Une révolution au sein de l'institution policière qui se fait attendre, alors que le meurtrier de George Floyd, l'ancien officier Derek Chauvin, a été jugé coupable d'homicide involontaire et connaîtra sa peine le 25 juin prochain. Il encourt jusqu'à 40 ans d'emprisonnement.
Pierre Lemann, où se situe l'opinion américaine sur ce sujet? Elle est totalement divisée. Vous avez une statistique intéressante, c'est que les Blancs aux États-Unis, à 60%, considèrent que les événements après la mort de George Floyd ont été positifs, les manifestations ont apporté des choses positives à la société. Mais en fait, quand on regarde le détail entre les républicains et les démocrates, vous avez 81% des républicains qui considèrent que l'effet a été négatif, alors qu'il n'y a que 13% des démocrates qui ont considéré que l'effet était négatif. Donc vraiment aujourd'hui, qui considèrent que l'effet a été négatif, alors qu'il n'y a que 13% des démocrates qui ont considéré que l'effet était négatif. Donc vraiment aujourd'hui, cette question raciale est ce qui distingue le plus les démocrates des républicains aux États-Unis. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans. À l'époque, c'était surtout le rôle de l'État qui divisait les libéraux au sens américain, c'est-à-dire la gauche, de la droite, des conservateurs. Aujourd'hui, c'est cette question raciale. On voit aussi quand même que pour la grande majorité des Noirs, aujourd'hui, il y a le sentiment que depuis le meurtre de George Floyd, les choses ne se sont pas améliorées, qu'au contraire, elles ont plutôt empiré. Et donc ça, c'est une vraie bombe à retardement en fait dans la société américaine dont même Biden aujourd'hui n'arrive pas à se sortir du tout. Alors il multiplie les gestes, c'est vrai qu'il a quand même une attitude qui est totalement différente de celle de Trump, il est dans la compassion, dans l'empathie, mais sur les mesures concrètes qui sont prises par la société, sur le progrès qui est fait par la police, mais aussi par les institutions en général, il y a un sentiment assez large. D'une part que pas assez n'est fait, ça c'est pour les Noirs, et pour les Républicains qu'on en fait beaucoup trop, qu'on en dit beaucoup trop, et qu'on ne fait qu'attiser les divisions de la société américaine avec toute cette attention médiatique. Il ne peut pas prendre son temps sur ce sujet, Joe Biden. On parlait tout à l'heure de la fiscalité et de cet impôt mondial. On va peut-être lui laisser un petit peu le temps de l'imposer au reste du monde. En tout cas, sur ce sujet-là, il y a une attente. Je voudrais juste vous donner cette phrase du frère de George Floyd qui a dit « Si vous pouvez faire passer une loi fédérale pour protéger un oiseau, vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur. » Absolument. À quoi il fait référence sur l'oiseau? Oui, c'est l'aigle chauve, le fameux aigle, qui est effectivement une espèce protégée. Et c'est vrai que Joe Biden avait promis cette loi qu'il appelle la loi George Floyd pour la justice dans la police, qui est pour Memorial Day, c'est-à-dire maintenant. Et puis finalement, il l'a promis pour un petit peu plus tard, et il espère que ça va passer dans les semaines qui viennent. Et là aussi, comme la réforme fiscale, ce ne sera pas exactement la loi qu'il souhaite. Parce qu'effectivement, depuis la mort de George Floyd, il y a eu d'autres drames similaires. Il y a eu d'autres personnes noires qui ont été tuées par la police, pas parce qu'elles avaient commis un crime, mais parce qu'il y a un contrôle routier. Personnes noires qui ont été tuées par la police, pas parce qu'elles avaient commis un crime, mais parce qu'il y a un contrôle routier qui a mal tourné, il y a une vision de loin qui n'a pas été bien précise, etc., et qui entretient, c'est tout à fait naturel et tragique, cette peur de la police. Néanmoins, il faut peut-être aussi rappeler une chose, c'est qu'on a un problème policier aux États-Unis. Il y a environ 1000 personnes chaque année tuées par la police, c'est énorme. Mais parmi ces 1000 personnes, plus de la moitié sont blancs et 25% sont noirs. Donc les blancs, ils font à peu près la moitié de la population, donc c'est en proportion, si j'ose dire. Les noirs, ils font 12% de la population, 12,5%. Donc un quart, 25% parmi les tués, ça veut dire qu'ils ont 2 fois plus de risques. Mais l'idée que la police n'abattrait que des noirs, c'est faux. Et le problème que l'on a, c'est qu'on a un pays très violent, avec des 330 millions d'armes, des policiers qui ont peur et des policiers qui emploient des méthodes militaires d'une extrême brutalité. Ça fait un nœud bien explosif. La police, Sonia Dridi, c'est le seul levier par lequel Joe Biden peut prendre ce sujet de cette fracture raciale aux États-Unis? Alors, c'est l'un des biais qui est en tout cas attendu par l'aile progressiste de son parti. En plus, Joe Biden est assez proche de la police, parce que pendant toute sa carrière, notamment au Sénat, il a souvent travaillé avec les syndicats de police, notamment sur la loi sur le crime de 94. Et c'est ce qui lui est reproché par les plus progressistes de son parti, c'est d'avoir, pendant toute sa carrière, finalement, beaucoup travaillé avec la police. Et aujourd'hui, les progressistes veulent des réformes très concrètes
concrète, et c'est ce qui est proposé avec cette loi qui a été adoptée par la Chambre des représentants en mars, mais qui tarde à être adoptée au Sénat, étant donné l'opposition des Républicains. Mais oui, il y a vraiment une volonté, parce que il y a une volonté vraiment de changer les techniques de la police, que les policiers, il n'y ait plus cette immunité pour les policiers qui commettent ce type de crime. D'ailleurs, le procès Chauvin était vraiment historique, et il y a vraiment eu un soulagement dans la communauté noire, parce que, comme vous l'avez dit, il y a vraiment cette militarisation de la police aux États-Unis, des techniques très violentes qui sont de plus en plus connues grâce à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un ras-le-bol de la part de la communauté afro-américaine et des démocrates, donc vu ces techniques. Donc oui, un des premiers pas, c'est vraiment de mettre fin à ces techniques employées par la police. Corentin Célin. Oui, alors il y a là aussi le problème du temps. Par exemple, l'administration Biden a décidé en avril de reprendre une technique qu'on appelle les consent decrees, c'est-à-dire des accords qui sont passés entre le ministère de la Justice fédéral, donc le ministère de la Justice ici de l'administration Biden, et les départements locaux de police, les services locaux de police, puisqu'il faut rappeler que la police aux États-Unis, elle est locale, elle est municipale. Et par ces accords qui passent ensuite devant un juge, l'État fédéral régule, supervise les pratiques policières. Donc c'est des choses qui avaient été faites par Obama, sauf que c'est des choses sur le long terme, très longues à montrer leurs effets. Or, l'électorat africain-américain qui a été traumatisé par l'événement de George Floyd, il attend des choses rapides, il attend des actions rapides. Et le problème, c'est qu'on se heurte de nouveau, la loi, là qui serait une loi à faire voter au Congrès, on a besoin de 10 républicains. Et les républicains, qui ont été pris en main par Trump et ses alliés, il est hors de question qu'ils votent une loi qui, entre guillemets, désarmerait la police. Et donc Biden a un problème de temporalité, de donner quelque chose à des Africains-Américains et à une communauté africaine-américaine, il faut le rappeler, qui vote à environ 90% pour lui aux élections présidentielles. Et on revient à toutes ces émissions qu'on a faites ensemble, où on racontait ce chaudron, cette société américaine extrêmement fracturée. Joe Biden la retrouve là, avec cette urgence d'apporter des réponses concrètes, rapides sur certains sujets. Cette question qui nous est posée ce soir, que devient Trump? Les Américains écoutent-ils encore ce qu'il dit ou ce qu'il écrit? Pas beaucoup. Il est quand même pas très visible. Hein. Il n'est plus sur les réseaux sociaux. Il n'est plus sur les réseaux sociaux. Il a lancé un blog dont il avait annoncé que ça allait déchirer, mais non. Et il a perdu en gros 95% de son écoute depuis le mois de janvier. Mais il continue de parler, hein. Il dit « Notre pays est en train d'être détruit, regardez, ça ne fait qu'empirer ». Et puis il ironise aussi sur le fait que Biden ne fasse pas d'audience quand il prend la parole, etc. Bien sûr, je ne dis pas qu'il soit muet, il faut pas, Mélania n'arriverait pas à le faire taire. Mais son influence, elle est par contre énorme à travers le Parti républicain, non seulement à Washington, mais dans tout le reste du pays. Vous savez qu'il y a des opérations de recomptage des voix qui continuent, toujours en cours, financées par le privé, puisque le public a terminé son travail. Qu'il y a on en parlait avec Corentin juste avant l'émission, je ne veux pas lui retirer ce point de vue-là que je partage, mais il y a encore un pourcentage fort d'électeurs républicains qui pensent que le vrai président, c'est Donald Trump, et puis il annonce et il travaille à se venger de tous ces républicains qui ne l'ont pas soutenu depuis le mois de janvier, et à leur faire perdre les élections en novembre 2022 au profit de républicains purs et durs à la Trump. Oui, juste un chiffre, et je crois qu'en plus ça vient de l'Institut de Pierre Lehmann. Hier, il y a eu un sondage qui est sorti aux États-Unis. Il y a un quart des États-Uniens, qui pensent que Donald Trump est toujours le vrai président. C'est même pas le fait que l'élection était... Non, que... Voilà. Il est le vrai président. Il est le vrai président, et c'est plus de 50%, environ 55%, si je me souviens bien, chez les républicains. Donc le Parti républicain, il a basculé en majorité avec Trump autour du mythe de l'élection volée. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de compromis possible pour ces gens-là avec Biden. Biden, c'est un imposteur, c'est un usurpateur pour beaucoup de ces républicains-là. Pierre Lehmann, ça crée quand même des tensions aussi au sein même des républicains.
Oui, alors c'est vrai ce qui a été dit. Trump, on lui a coupé les ailes en coupant son accès à Twitter. Ça va peut-être revenir parce que les plateformes elles-mêmes aujourd'hui sont un peu sous la pression de pourquoi est-ce qu'on maintient ce bannissement de Trump des plateformes. Mais c'est vrai qu'il a une influence sur le Parti républicain qui est encore considérable. Il a réussi par exemple à régler son compte à Liz Cheney, qui est la fille de l'ancien vice-président Cheney, qui était une très grande opposante de Trump au sein du Parti républicain, qui était la chef du groupe républicain à la Chambre, donc qui n'a pas été réélue dans son rôle, sous l'influence de Trump, qui a mis une pression énorme sur les donateurs, sur les membres du Congrès, etc. Donc, elle a été virée, on peut le dire. Elle a été virée par... oui, on peut dire ça. Voilà, elle a été virée par Trump et par tous ces sbires qui sont encore très présents au sein du parti républicain. Donc aujourd'hui, le Parti républicain est dans une crise de post-Trump, de trauma post-Trump. Ils ne savent pas qui est leur chef à part Trump. Et donc, évidemment, ça crée quand même quelques inquiétudes sur ce qui va se passer aux prochaines élections de midterm et quelle est la ligne qui va l'emporter au sein du Parti républicain. Et avec des élus républicains, on a vu une représentante à l'instant qui reste sur la méthode Trump, avec des propos extrêmement brutaux à l'endroit de Joe Biden et des élus démocrates. Alors celle qu'on a aperçue à un moment, elle est redoutable. C'est Marjorie Taylor Greene. Donc on a entendu ses propos sur le masque. Mais par exemple, elle a également dit qu'obliger au port du masque, c'était la même chose que l'Holocauste, que la Shoah. Donc elle est dans un délire conspirationniste, antisémite, tout ce qu'il y a de plus glauque. Et je reviens un instant sur le cas de Liz Cheney, qui effectivement, comme le disait Pierre Leman, est extrêmement emblématique, parce que Liz Cheney, c'est pas, comment vous dire, une petite chose douce et gentille, c'est vraiment une très dure, c'est un faucon en matière de politique étrangère, c'est une très conservatrice en matière fiscale et économique, mais elle est dans le monde réel où Joe Biden a gagné l'élection. Voilà. Et c'est là que se fait la division entre les républicains du monde réel, ils ont perdu cette élection, ils veulent gagner la prochaine, et ceux du monde alternatif qui prennent de plus en plus de place au sein du parti. Comment est-ce qu'il les traite, Joe Biden ? Cette opposition-là, trumpiste, qui a décidé de se faire entendre sur le style. Il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas. Il essaye de tracer sa route. Effectivement, il ne fait pas tellement d'audience, comme l'a remarqué son prédécesseur, et il essaye de faire passer ses lois. Et son pari, que je trouve, ma foi, assez légitime, c'est d'être dans les questions économiques et sociales et de laisser tomber les questions partisanes et culturelles. Juste, Sonia Dridi, sur la forme, il paraît qu'il est vraiment sous surveillance, Joe Biden, de la part de son entourage. Oui, c'est vrai qu'on sent une administration qui contrôle vraiment l'image du président, c'est un peu le style Obama. D'ailleurs, beaucoup des membres d'administration Biden sont des anciens d'Obama, notamment la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Et on sent vraiment un contrôle de l'image du président qui, on le sait, Joe Biden a tendance souvent à faire des gaffes. On limite ses apparences, ses conférences de presse. J'ai ouï dire d'une collègue américaine que l'administration Biden l'a appelée presse. J'ai ouï dire d'une collègue américaine que l'administration Biden l'a appelée récemment car elle était très fâchée avec l'un des articles qu'elle avait écrit à propos de Joe Biden. Donc on sent vraiment une volonté de contrôler le président et aussi de limiter ses apparitions publiques. D'ailleurs, parfois, il s'exprime devant les journalistes pour annoncer certaines choses, notamment sur le Covid, mais il ne prend pas de questions. Alors, si on a un qui n'est pas totalement tombé dans la Biden mania, c'est Emmanuel Macron. Le président français n'hésite pas à renvoyer son homologue américain dans les cordes, en particulier sur ses propositions fiscales qui enthousiasment pourtant la gauche française et même les communistes. Walid Berissoul et Michel Bouilly. Une partie de la presse française voit en lui le nouveau Roosevelt. Elle évoque le New Deal de Joe Biden en parlant d'un plan de relance américain qui pourrait s'élever à plus de 6 000 milliards de dollars. Elle salue un début de mandat à toute vitesse et à gauche toute. De quoi faire rêver justement la gauche hexagonale, toujours pas d'accord sur un candidat commun. Alors, si leur vrai champion, c'était lui. J'ai l'impression qu'il a pris sa carte au Parti communiste français. Je ne vais pas aller jusque-là. Toujours est-il que le plan qu'il met en œuvre est un plan révolutionnaire qui n'a pas d'équivalent avant Roosevelt. Ils ont une politique qui ringardise tout le vieux continent, qui est resté crispé
dans un libéralisme trumpiste absolument grotesque, pendant que M. Biden fait des routes, des ponts, des éoliennes, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on devrait faire en France. Que dit Biden aujourd'hui? Il dit la théorie du ruissellement, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. En France, on dit exactement l'inverse. Moi, je suis Biden plutôt que Macron. Voilà. Les leçons de Joe Biden, un oncle d'Amérique qui inspire de façon inattendue certains prétendants à la prochaine présidentielle française. Un homme de 78 ans à la Maison-Blanche, et voici le grand âge et l'expérience en politique soudain réhabilités. Alors, on se pique désormais de chercher, même à droite, le Joe Biden français. Que Joe Biden fait ce qu'il a dit avec son parti, le Parti démocrate, et il le fait vite. C'est quelqu'un de persévérant. Voilà. Et ça prouve que quelqu'un qui a de l'expérience et qui est persévérant peut ramener dans son pays, qui en avait besoin après la tempête de M. Trump, du calme, du respect et de la sérénité. Le discours amoureux d'une classe politique sous le charme, peut-être un peu trop parfois, au point de projeter sur Joe Biden quelques fantasmes et approximations. Soyons dans le camp de Biden, des pays d'Europe de l'Ouest qui créent de l'emploi, des filières de l'industrie, des PME, et pas dans celui d'un conservatisme terriblement dangereux. Moi, je suis pour la sortie du nucléaire. À 100%. Car, n'en déplaise à Yannick Jadot, Joe Biden est un président pro-nucléaire. Il y a quelques semaines, son administration a même publié cette note détaillant la stratégie américaine vers une énergie nucléaire sûre pour faire face à la crise climatique. Avec notamment la construction de petits réacteurs pour arriver à l'objectif zéro carbone d'ici 2050. 100% clean energy economy with net zero emissions. Mais la révolution Joe Biden, à base d'augmentation d'impôts, notamment pour les plus riches, suscite aussi de la perplexité au sein d'une majorité qui a mis fin en France à l'impôt sur la fortune. On peut s'inspirer de ce que Joe Biden fait, mais je ne suis pas sûr que ça satisfasse la gauche. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'augmentation des impôts tels que... Je ne suis pas sûr que ça satisfasse la gauche. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'augmentation des impôts tels que le président Biden veut faire reste beaucoup moins important que ce qu'il y a en France. Le système de santé en France est gratuit. Le système éducatif en France est totalement gratuit. Je ne suis pas persuadé qu'il en soit de même aux États-Unis. Vous connaissez comme moi la réponse. Donc là encore, il y a eu un effort de fait aux États-Unis, et c'est tant mieux, sur la fiscalité des très très riches. Je pense qu'en France, les très très riches sont suffisamment taxés comme ça. Comme il semble loin, le temps où lui aussi était consacré comme le sauveur du monde libre par la presse anglo-saxonne. Mais depuis que Joe Biden est là, ça n'est plus comme avant. Emmanuel Macron, aujourd'hui quelque peu agacé lorsqu'il est amené à commenter les annonces de Joe Biden, comme l'ouverture des brevets sur les vaccins. Quand les États-Unis nous suivent, ce qui est de fait ce qu'ils sont en train de faire, sur l'appel de Christchurch, vous savez, les États-Unis ont le leadership. Ben non, ils nous rattrapent. Vous avez l'impression, vous me donnez-vous le sentiment de vous réveiller? Vous n'avez pas suivi le film? Mais si, mais il y a un an qu'on en l'Europe parle. a du mal à communiquer là-dessus, c'est la réalité. Ben peut-être que vous avez du mal à s'imposer. Ben vous avez non, je ne crois pas. La réalité des chiffres que je vous ai donnés de l'action est celle-ci. Après, je ne peux pas traiter vos complexes. Traiter ses complexes et tout se dire, c'est important dans une relation, même en matière de géopolitique. D'autant qu'ils ne se sont encore jamais vus, seulement parlé au téléphone. La rencontre est prévue le mois prochain, lors du sommet du G7. Merci à Walid Birissoul et Michel Bouilly pour ce sujet qui nous a bien fait rire. Juste un mot avec vous, Pierre Lemann, sur la relation entre Emmanuel Macron et Joe Biden. On se souvient quand même que c'était beaucoup plus tranquille, même beaucoup plus, j'allais dire, amical entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Oui, enfin, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il me fait un peu penser, vous savez, à McEnroe qui a fait une dépression quand Borg a pris sa retraite, vous voyez, parce que c'était un peu l'adversaire préféré de Macron. Macron est arrivé au pouvoir en même temps que Trump, plus ou moins, hein, en 2017. Et Trump, ça a été tout de suite une manière pour Macron de se poser en une alternative. Donc c'était son sparring partner préféré. Vous vous souvenez de cette poignée de main où les deux serraient le plus fort possible et on se demandait qui avait le plus de blanc sur le poignet. Il y a eu cette idée de génie de dire « make the planet great again » qui a eu un retentissement mondial. Et donc c'est vrai que Macron avait trouvé son adversaire préféré, avec qui en plus il entretenait, c'est vrai, une certaine camaraderie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans cette espèce de vidéo que Macron a sorti avec des blogueurs, on le voit raconter une anecdote fausse d'ailleurs,
mais qui est très, à mon avis, très symptomatique de la psychologie de Macron à l'égard de Trump. C'était un peu chez lui quand même l'envie d'être reconnu par Trump comme son adversaire préféré. Et là, il ne va pas avoir cette possibilité avec Biden, parce que Biden, c'est vrai que même si les hommes politiques français et femmes politiques français, soit par ignorance, soit étant de mauvaise foi, exagèrent beaucoup les accomplissements actuels de Biden, parce que pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Il a annoncé, mais il faut encore que tout ça soit voté par le Congrès, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué pour lui de trouver en Biden le sparring partner, le faire-valoir parfait qui le rend, lui, ouvert, moderne, jeune, comme il le souhaite, et ce qui est un peu la base de sa plateforme de communication. Vous faisiez référence à cette vidéo de deux blogueurs, comme vous dites, de McFly et Carlito, qui a fait plus de 6 millions de vues en quelques jours, dans laquelle 10 millions, on en est aujourd'hui, dans laquelle le président raconte une fausse anecdote concernant le président Trump, qui l'aurait appelé pour son anniversaire en se trompant de date. Cette anecdote était fausse, mais c'est intéressant, ça fait écho précisément à ce qu'on est en train de se raconter sur la relation avec Joe Biden et Donald Trump du président français. Cette question, peut-on considérer Joe Biden comme un président de gauche ? Parce que c'est vrai qu'il plaît à la gauche française. Hein. Oui, je pense qu'aux États-Unis, on peut maintenant le considérer comme un président de gauche sur l'échiquier américain. La gauche française, elle l'avait fait avec Obama, hein, souvenons-nous-en. Elle ressent cet enthousiasme, pas général, mais assez fort pour Joe Biden. Donc, elle veut que ça soit leur homme. C'est honnêtement assez absurde. On a rappelé dans le sujet que Joe Biden ne veut pas sortir du nucléaire, donc difficile pour les Verts de dire que c'est leur homme. Non, Jean-Luc Mélenchon, il ne construit pas des ponts et des routes, il peine... Et des éoliennes. Il peine à faire voter son plan sur les infrastructures. Et juste un élément de comparaison, les augmentations fiscales que souhaite Joe Biden sur les ménages américains, sur les individus même, c'est uniquement pour les personnes, je dis bien les personnes, pas les familles, qui gagnent plus de 400 000 $ par an. Oui. Voilà, donc ça nous donne une proportion par rapport aux impôts en France. C'est pas en France, ça serait un alignement des impôts tels qu'ils sont aujourd'hui exercés en France. Exactement, et encore, l'impôt marginal, le taux marginal en France resterait nettement plus élevé qu'aux États-Unis. Oh. Donc c'est pas la gauche française, mais c'est la gauche américaine. Et nous revenons maintenant à vos questions. En résumé, l'Irlande, pays de 5 millions d'habitants, peut faire trébucher le grand-oncle Sam. André, dans les Bouches-du-Rhône, Sonia Dredi. Alors, trébucher, je pense, en tout cas, au niveau domestique, cela ne va pas vraiment trop embêter Joe Biden, parce que beaucoup d'Américains ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer avec l'Irlande. Mais oui, effectivement, c'est très important pour Biden qu'il y ait ce taux d'impôt pour les entreprises, les sociétés multinationales au niveau global, pour que les entreprises américaines restent compétitiitives. Joe Biden a-t-il vraiment les mains libres pour réformer les États-Unis ? Je crois que c'est Pierre Lehmann qui nous disait aucun président américain n'a eu totalement les mains libres. Non, et disons qu'encore moins par rapport à ses prédécesseurs démocrates lors de leur début de mandat, que ce soit Obama en 2009 qui avait acquis même ce qu'on appelle la super majorité au Sénat, c'est-à-dire qu'au Sénat, à partir du printemps 2009, il pouvait faire passer ce qu'il voulait. Et le problème, c'est que Biden, lui, doit beaucoup plus négocier parce qu'il a une majorité technique à 50-50 au Sénat. Et donc, c'est encore plus compliqué, j'allais dire, pour Biden aujourd'hui avec cette majorité-là. Biden pourra-t-il vraiment réduire les fractures raciales et pacifier le pays ? En tout cas, c'est ce à quoi il s'est engagé. Oui, les réduire, non, mais peut-être améliorer un peu les choses. Et au fond, c'est le but de la politique. C'est jamais de tout résoudre, c'est d'améliorer un peu les choses. Oui, on peut espérer qu'il le fasse. Vous considérez que c'est son principal défi dans les mois et les semaines qui viennent, ou est-ce que vous diriez que son principal défi est économique, Nicole Bacharan ? Je pense que presque tous les défis sont à égalité devant Joe Biden, et que peut-être le plus grand défi, si je devais en nommer un, ce serait le basculement d'une partie des citoyens américains dans un monde irréel, où les faits n'ont plus d'importance et où on est dans la pure propagande. Et là, que ce soit la question raciale, la question économique, ça revient finalement au même, ça complique, ça empoisonne tout. Donald Trump a-t-il encore de l'influence sur l'opinion américaine ? Pierre Lehmann. Oui, comme on l'a dit, aujourd'hui, il y a une grande partie des républicains qui considèrent que cette élection a été volée. Et comme il n'y a aucun personnage alternatif qui
a pris un peu le dessus parmi les républicains connus aux États-Unis. Aujourd'hui, il a encore une influence extrêmement importante. Il est un petit peu en mode Il est un petit peu en mode aujourd'hui de travail en souterrain. Il aide des républicains à lever des fonds. Il fait tout un travail de terrain aujourd'hui au sein de l'appareil républicain. Et on va le voir ressortir sans doute du républicain à lever des fonds. Il fait tout un travail de terrain aujourd'hui au sein de l'appareil républicain. Et on va le voir ressortir sans doute du bois, si sa santé lui permet en tout cas, au moment de l'élection midterm. Et donc ça, c'est bientôt quand même. C'est dans un peu plus d'1 an que tout ça va se passer. Cette Biden-mania n'est-elle pas due aux outrances de Trump, Corentin Célin? Absolument, oui. En fait, on l'a vu au travers de toute l'émission, c'est aussi, il y a eu un soulagement chez beaucoup de personnes, dans les médias, certains médias états-uniens, aussi dans certains médias français ou dans la classe politique française, de voir disparaître Trump, ses outrances, et ce qui fait qu'on a accueilli Biden avec une forme de soulagement. Et maintenant, on va dire que cette première euphorie est passée et qu'on revient à l'exercice du pouvoir et que Biden il défend les intérêts états-uniens et donc on est loin de cette euphorie. Donc effectivement, et puis il calme, il est beaucoup plus posé. Il y a un exemple. Biden, il tweete jamais, sauf des tweets officiels tout à fait ennuyeux, etc. Il tweete jamais, il s'exprime extrêmement peu, Sonia Dridi l'a rappelé. Donc, il a une expression extrêmement cadrée. Donc, effectivement, il rassure, il pacifie, et c'est sans doute pour ça que, pour l'instant, sa cote de popularité reste quand même élevée. Ça, c'était dans l'urgence. Une fois arrivé au pouvoir, maintenant, il doit agir. C'est ce que vous nous disiez pendant cette émission, c'est-à-dire qu'il est aussi attendu par une partie des Américains sur des gestes très symboliques. On a parlé d'économie et on a parlé aussi des questions raciales. C'est ça. Il a rassuré, il a pacifié, il a un socle de popularité, mais maintenant, il doit agir et c'est plus dur. La fiscalité des entreprises est-elle semblable en Europe et aux États-Unis? Non, pas vraiment. Fiscalité des entreprises. Alors, qui peut répondre à cette question? Pierre Leman? Non, oui, ça dépend des pays en Europe, comme on l'a vu, puisque en Europe, l'Irlande, c'est pas du tout pareil que la France ou l'Allemagne. Donc, comme on l'a dit, elle est aujourd'hui à 21% pour les revenus domestiques, à 10,5% pour les revenus internationaux. Elle est légèrement plus faible. Mais vous savez, sur la fiscalité, il faut faire très attention parce que j'ai entendu tout à l'heure que, par exemple, les taux d'imposition aux États-Unis sont inférieurs à ce qu'ils sont en France. C'est vrai pour le fédéral, mais dans beaucoup d'États, il y a des impôts locaux, des impôts de l'État sur le revenu qui sont très importants. À New York, par exemple, il faut ajouter à votre taux d'impôt fédéral jusqu'à 14% d'impôts pour la ville de New York, pour l'État de New York. Donc en fait, dans beaucoup d'États, les taux d'imposition sur les salaires aux États-Unis sont en fait supérieurs aujourd'hui à ce qu'ils sont en France. On sent que vous venez de faire votre déclaration, Pierre Leman. Oui, c'est vrai qu'à New York, on paye beaucoup d'impôts, mais par exemple au Texas, il n'y a pas d'impôt sur le revenu local. Et je connais pas mal de gens qui veillent à ne pas passer moins de 6 mois et 1 jour au Texas. La politique de Biden est plus progressiste que celle de Macron. Ce dernier se sent-il ringardisé par Biden? Alors, c'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'était plus simple avec Donald Trump. Oui, c'était plus simple, mais il y a vraiment eu un effet d'emballement autour des 100 premiers jours et qui tient vraiment beaucoup à la transition Biden après Trump. Beaucoup de gens se sont dit « Ah, enfin, les États-Unis qu'on aime, entre guillemets, reviennent », donc euphorie. Si on regarde, pour l'instant, Biden a fait beaucoup d'annonces. Il n'y a pas grand-chose qui est fait, et c'est normal, ça fait que 4 mois qu'il est au pouvoir, donc il faut faire attention à ces effets d'annonce et à ces effets d'affichage. En tout cas, on est sorti de cet état de grâce où on pardonne tout, il y avait eu aussi cet état de grâce, on l'a vu d'ailleurs dans ce reportage tout à l'heure, pour le président Macron qui est bien... Alors, si on rappelle quelque chose, c'est qu'il y a 12 ans, Barack Obama, il marchait sur l'eau à la même époque, il avait eu un état de grâce, lui aussi on disait que c'était le nouveau Roosevelt, etc. Il faut se rappeler qu'au midterms 2010, il a pris la plus grande raclée qu'ait jamais pris un président. Et donc, attention à ces effets. On est souvent ramené au réel par les électeurs. C'est ce que vous avez fait ce soir, je crois, ramener au réel. Et oui, c'est vrai qu'il faut quand même, et je rejoins ce que disait Corentin, pour les gens qui souhaitaient le départ de Donald Trump, la barre était très basse. C'est-à-dire qu'ils voulaient le fait que le président soit rationnel et dans un deuxième temps, mais non, finalement, il n'est pas gâteux. Rien que ça, c'était un soulagement. Après, il faut des réussites, des accomplissements. Quel sera l'interlocuteur privilégié de Biden en Europe, la France ou l'Allemagne, Sonia Dridi? Alors, Angela Merkel est sur le départ, mais il connaissait très bien Angela Merkel parce que lorsqu'il était à la tête du comité des affaires étrangères au Sénat, il s'est beaucoup rendu en Europe. Je pense que c'est un petit peu tôt pour dire, mais
en tout cas, son secrétaire d'État qui va lui dialoguer beaucoup avec les leaders européens, Tony Blinken, est très proche des Français. On l'a beaucoup dit, il est francophone et francophile. Donc, encore une fois, je pense que c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, il y aura un dialogue avec l'Europe qui sera beaucoup plus chaleureux qu'à l'époque de Donald Trump. Et je veux juste rajouter quelque chose sur ce dont on a parlé par rapport à Biden. Il répète souvent que le risque, is not trying to go big. Le risque, c'est de ne pas faire assez grand. C'est pour ça qu'il veut aller très vite. Et il y a une chose qui est très importante pour Biden, c'est que le modèle de la démocratie réussisse, parce qu'avec la montée des modèles autocratiques dans le monde, notamment face à la compétition de la Chine, donc Biden a vraiment à cœur de faire vite beaucoup des réformes très ambitieuses et vraiment de montrer que le modèle de la démocratie fonctionne. Cette question, le problème de la vente et de la possession d'armes a-t-il une chance d'être résolu par Biden très vite? Non, absolument pas. Par contre, il peut là aussi, par des petits décrets, limiter certaines choses. Non, mais ça ne sera pas résolu par Biden, hélas. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous voulez en podcast. C'est gratuit sur toutes les plateformes ou en replay sur France TV, France.tv. Voilà, tout de suite, c'est à vous.